Collège officiel international des docteurs. Docteurs du monde uni, nous vous présentons notre éminent docteur honoris causa du Collège officiel international des docteurs, le docteur Martin Azanza, titulaire de la chaire Maladie du XXIe siècle. Bonjour. Très bonne journée à tous. Je suis le docteur Martin Azanza. Et depuis l'Espagne, je tiens à remercier le Collège officiel international des docteurs de m'avoir invité à participer en tant qu'intervenant, cette fois-ci de manière télématique, au CIEM, Congrès virtuel de l'excellence de vie. Comme je sais que les interventions durent 30 minutes, et afin de respecter ce temps, je vais mettre un minuteur et je vais essayer de vous exposer ce que je souhaite partager en 30 minutes. Je vais parler spécifiquement des maladies du XXIe siècle et de l'utilisation du glutathion nanonisé dans la prévention et le traitement des maladies métaboliques. Et pour cela, je vais partager ce PDF que vous voyez à l'écran. Et nous allons, le développer ensemble. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur moi, voici un code QR que vous pouvez scanner avec vos téléphones, avec le lecteur, pour découvrir un peu ma biographie ou accéder à mes réseaux sociaux ou à la chaîne YouTube où je publie. Beaucoup de mes conférences, la première question que l'on se pose lorsqu'on parle de santé et de médecine préventive, c'est pourquoi tombons-nous malades? Et fondamentalement, nous tombons malades parce que nous sommes exposés à des toxines. Nous tombons également malades parce que chacun de nous possède une vulnérabilité génétique spécifique. Et nous tombons malades parce que, bien souvent, nous avons un mode de vie ou des habitudes qui ne favorisent pas les processus de santé. L'ensemble de ces habitudes, et de ce mode de vie, et qui peuvent modifier l'expression d'un gène, sans altérer la séquence de l'ADN, est connu sous le nom d'épigénétique. C'est-à-dire tout ce qui a trait à l'expression du gène, mais qui n'altère pas la séquence des nucléotides de l'ADN. Et c'est précisément dans cette combinaison de génétique et d'environnement, disons d'épigénétique environnementale, que l'immense majorité des maladies chroniques trouvent leur explication. Nous considérons comme environnement les facteurs externes, comme par exemple les aliments que nous consommons et les additifs qu'ils contiennent. L'eau avec les contaminants qui lui sont propres, l'air que nous respirons avec toutes les microparticules en suspension que nous ne devrions pas inhaler, les médicaments que nous prenons sur prescription médicale. Il est donc important de considérer, comme facteurs environnementaux nocifs, n'est-ce pas? Et s'il y a l'habitude de fumer, si la personne consomme régulièrement de l'alcool, si elle pratique ou non une activité physique, si elle suit un régime alimentaire sain ou non, si elle est soumise à l'influence de radiations non ionisantes, celles que l'on connaît sous le nom de EMF et ELF, n'est-ce pas? Ce n'est pas la même chose de vivre en face d'une antenne de téléphonie qui émet et reçoit des signaux 5G que de ne pas vivre dans cet environnement. Je veux dire, ce n'est pas la même chose de vivre dans un environnement urbain à forte pollution que de vivre dans les fjords norvégiens plus éloignés des éléments polluants. Et d'un autre côté, nous faisons aussi référence à ce qu'est l'environnement interne, n'est-ce pas? C'est-à-dire notre biochimie cellulaire, nos processus inflammatoires, les infections, le stress oxydatif qui se génère dans l'organisme à cause des radicaux libres, les mécanismes de biose et de dysbiose, autrement dit d'équilibre ou de déséquilibre dans notre microbiome, dans notre flore intestinale, dans notre flore digestive. C'est cela que signifie la dysbiose, c'est le déséquilibre de la flore intestinale. Et évidemment, les émotions jouent un rôle extrêmement important, n'est-ce pas? Car nous avons tous un axe psycho-neuro-immuno-endocrinologique. C'est comme une autoroute qui relie notre cerveau et notre système limbique et émotionnel à nos intestins et inversement, un axe cérébro-viscéral qui possède ses propres péages dans le système immunitaire, dans le système endocrinien et dans tout le volet hormonal. Donc évidemment, ce sont là des facteurs internes qu'il faut gérer.
et les émotions négatives génèrent une biochimie cellulaire de distorsion. C'est pourquoi il est si important de favoriser les hormones du bonheur. Ceux d'entre nous qui se consacrent à la médecine, en particulier à la médecine environnementale et à la médecine préventive avec des variables épigénétiques et génétiques, ont développé un concept appelé exposome qui correspond à la totalité des expositions, internes et externes auxquelles une personne peut être soumise depuis le moment de la conception et tout au long de sa vie. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des expositions internes et externes qui exercent une influence, n'est-ce pas, sur notre biologie. Et la médecine environnementale est justement une discipline transversale qui, selon ma modeste opinion, devrait imprégner toutes les spécialités médicales, car nous trouvons réellement un lien avec la grande majorité des troubles métaboliques et des maladies du XXIe siècle ou de la civilisation, comme j'aime les appeler. Voici un graphique qui illustre notre mode de vie, n'est-ce pas? Où, eh bien, vous pouvez tous voir que nous sommes exposés à de hauts niveaux de pollution, que ce soit à cause des industries qui fabriquent, n'est-ce pas, à cause de la quantité d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, des radiations, des composés chimiques, de la pollution de l'eau, de celle des animaux. Et au final, tout cela se retrouve dans notre assiette, n'est-ce pas, sur la table de notre famille, et eh bien, ce cercle finit par devenir un cercle nocif, comme on peut le voir ici, avec les flèches qui suivent, d'une certaine manière, le sens des aiguilles d'une montre. Il y a deux phénomènes qu'il faut prendre en compte dans la contamination. Le phénomène de la bioaccumulation, qui se produit évidemment chez les espèces, au sein des mêmes espèces, n'est-ce pas, ou chez des espèces du même genre. Par exemple, le méthylmercure chez les poissons ou la biomagnification qui, dans ce cas précis, peut être bien observée, n'est-ce pas? Un ver, infesté ou contaminé, constitue la nourriture ou le substrat énergétique pour des oiseaux qui vont le consommer et qui vont accumuler et magnifier, c'est-à-dire amplifier, n'est-ce pas, cette contamination. Ensuite, un reptile qui va se nourrir de cet oiseau, un autre oiseau qui va se nourrir de ce reptile, et c'est cela le phénomène de la biomagnification. Donc, je voulais expliquer le concept d'exposome parce qu'il nous donne eh bien, l'introduction à la compréhension de ce que sont les maladies du XXIe siècle et à ce pouvoir expliquer et que vous puissiez tous comprendre, même si je le ferai dans un langage aussi agréable et colloquial que possible, quelles sont les causes biologiques des maladies du XXIe siècle. Allons-y. Qu'est-ce que les maladies de la civilisation ou les maladies du XXIe siècle? Ce sont des affections chroniques de durée moyenne et longue, principalement les maladies cardiovasculaires, les maladies neurodégénératives, les troubles métaboliques comme le diabète sucré, le surpoids, l'obésité, le cancer, les pathologies auto-immunes telles qu'une thyroïdite de Hashimoto ou le lupus érythémateux ou la polyarthrite rhumatoïde, différentes affections respiratoires comme la bronchite, les pneumonies, y compris la maladie pulmonaire obstructive chronique connue sous le nom de BPCO. Remarquez une chose importante, chers camarades du collège, la première cause de morbimortalité dans le monde occidental, ce sont justement ces maladies de la civilisation. Et les 4 causes que j'identifie, c'est-à-dire les 4 réactions biologiques au niveau cellulaire que je mets en évidence, sont l'inflammation chronique, le stress oxydatif, les phénomènes de glycation et l'exposition cellulaire aux toxines environnementales. L'inflammation chronique est le premier point que je souhaite aborder. Et si nous regardons ce graphique, elle est liée à la dépression, au cancer, aux maladies cardiovasculaires, aux maladies métaboliques comme le diabète, aux maladies auto-immunes, inflammatoires, neurodégénératives, c'est-à-dire que l'inflammation chronique est présente dans toutes ces pathologies. Et la réaction inflammatoire est une réponse immunitaire nécessaire dans l'organisme, n'est-ce pas? Lorsque nous subissons une agression chimique, physique, microbienne ou environnementale. Autrement dit, c'est un mécanisme naturel
un mécanisme nécessaire, mais il doit être contrôlé et doit s'exécuter sur une courte période de temps, afin de permettre, par exemple, une régénération des tissus. C'est ce qu'on appelle la régénération tissulaire, n'est-ce pas? Que nous manifestons de façon symptomatique par la douleur, l'œdème, la rougeur. Tant qu'elle dure peu de temps et qu'elle est contrôlée, la réaction inflammatoire est naturelle et nécessaire. Mais lorsque cette inflammation persiste, c'est-à-dire lorsqu'elle devient tenace, un peu en lien avec le terme chronique, elle commence à modifier les tissus, à altérer les voies métaboliques et finit par favoriser le développement des maladies chroniques que nous venons d'évoquer dans le tableau. La deuxième cause biologique est le stress oxydatif. Les radicaux libres sont des déchets réactifs issus du métabolisme. Les radicaux libres sont essentiellement des espèces réactives de l'oxygène, principalement. Il en existe aussi provenant de l'azote et du soufre. Ce sont comme des atomes très instables qui se déplacent à une vitesse extrêmement élevée en provoquant une inflammation dans l'organisme, disons-le ainsi, radicaux libres. Et évidemment, ces espèces réactives de l'oxygène oxydent les composants cellulaires, oxydent l'ADN, oxydent nos membranes cellulaires, oxydant les protéines. Et moi, j'appelle cela le paradoxe de notre biologie, n'est-ce pas? Car nous avons besoin d'oxygène pour vivre. Mais en même temps, cet oxygène nous oxyde progressivement à mesure que nous respirons. Lorsque nous sommes dans des conditions idéales, les capacités antioxydantes de notre organisme inhibent l'excès de radicaux libres, car les radicaux libres, tout comme l'inflammation, sont nécessaires à des concentrations appropriées. Mais si nous en avons un excès, ils deviennent nuisibles pour la santé. Et c'est pour cela que nous les compensons avec des antioxydants, n'est-ce pas? Pour éviter que des réactions en chaîne ne se produisent et que celles-ci ne se propagent aux structures organiques. Mais lorsque la capacité interne que nous avons à générer des antioxydants est dépassée, ou lorsqu'il y a un excès d'oxydation, ou que les deux phénomènes se produisent, nous nous retrouvons dans ce que l'on appelle un état de stress oxydatif et une boucle d'amplification des radicaux libres. Je disais à l'instant qu'il est important d'avoir des radicaux libres en concentration appropriée, n'est-ce pas? Des concentrations faibles ou modérées, en effet, parce qu'ils sont importants pour la signalisation au niveau cellulaire, pour réguler les récepteurs de l'insuline, pour l'apoptose des cellules défectueuses, l'apoptose étant la mort cellulaire programmée, ce qui est très important, surtout dans le cas des cellules défectueuses, des cellules cancéreuses. Il est également important d'avoir des concentrations faibles ou modérées de radicaux libres pour induire la réponse mitogénique afin que les cellules mûrissent pour activer notre système de défense. Mais lorsque les concentrations sont très élevées, c'est là que l'on observe Alzheimer, Parkinson, insuffisance cardiaque, prééclampsie, cataracte, polyarthrite rhumatoïde, sclérose, ischémie, athérosclérose, voire même cancer. Autrement dit, un radical libre est une substance bénéfique ou nocive selon les concentrations que nous avons dans l'organisme. Et comme je l'ai expliqué, normalement, ils ont un électron non apparié. Cela les rend très réactifs, n'est-ce pas? Très nerveux. Ils se déplacent à grande vitesse et génèrent de l'inflammation et des problèmes. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'antioxydants qui apportent une charge et stabilisent. Et principalement, les espèces réactives sont de l'oxygène, bien qu'il en existe aussi de l'azote et du soufre. Le stress oxydatif que nous sommes en train d'expliquer provoque des dommages à notre ADN. Et ce dommage est causé non seulement par le stress oxydatif, qui en est une cause, mais aussi par les processus d'inflammation chronique, par les voies métaboliques qui sont perturbées, par des habitudes malsaines comme le tabagisme ou l'alcoolisme, par les radiations auxquelles, malheureusement, nous sommes de plus en plus exposés, qu'elles soient ionisantes ou non ionisantes, ce qui joue également un rôle important. Parfois par manque de précaution lors de l'exposition au soleil et, évidemment, à cause de la pollution environnementale. L'autre cause biologique que je souhaite évoquer est la glycation. Quand la glycation se produit-elle? Lorsque les sucres se lient aux protéines. Et qu'est-ce que cela engendre? Eh bien, cela génère généralement des produits de glycation avancée, ce que nous appelons des substances délicates.
dans lesquels le sucre altère la qualité de la protéine et la fonction de la protéine. Gardons à l'esprit que les hormones, les enzymes, les antioxydants, les neurotransmetteurs, n'est-ce pas, comme l'ocytocine, la dopamine, sont essentiellement, eh bien, des protéines, n'est-ce pas? Elles sont composées de protéines. Donc, si nous altérons la qualité structurelle, nous nous dirigeons finalement vers des processus de vieillissement prématuré et le développement progressif de maladies métaboliques et neurodégénératives. Quelque chose qui arrive, eh bien, fréquemment, c'est de trop griller le pain ou de trop cuire la viande, n'est-ce pas? Et alors apparaissent ces composés plus noirs, eh bien, qui sont normalement des amines hétérocycliques pouvant être cancérigènes, et à cette réaction au niveau biochimique alimentaire, on l'appelle la réaction de Maillard. Et ce sont en réalité des réactions de glycation, d'accord? Il est donc très important d'éviter ces acrylamides et ces amines hétérocycliques issues des réactions de Maillard. Il est également très important d'avoir un contrôle adéquat de la glycémie, c'est-à-dire d'éviter de tomber dans des situations de résistance à l'insuline ou de diabète ou d'être traité si l'on souffre de ce problème de santé en particulier. Normalement, la glycation se produit lorsqu'un sucre se lie à une protéine. Éventuellement, cette liaison peut se produire entre un sucre et un lipide, mais le plus courant est qu'elle ait lieu avec une protéine. La quatrième cause biologique est l'exposition cellulaire aux toxiques environnementaux. Actuellement, ici en Europe, nous avons environ 800 000 décès par an qui sont attribuables à l'exposome environnemental, n'est-ce pas, à tous les contaminants présents dans les aliments, les médicaments, l'eau, l'air que nous respirons, les produits d'hygiène personnelle, les cosmétiques. Voyez à quel point il est triste de constater qu'en 2019, en Espagne, 30 000 personnes sont décédées d'un infarctus du myocarde lié à la qualité de l'air alors qu'elles ne présentaient ni cardiopathie congénitale, ni ischémie, ni antécédents cardiovasculaires. Alors, au final, ces toxiques environnementaux augmentent la prévalence du cancer, des maladies cardiovasculaires, du diabète, du surpoids, des stéatoses hépatiques, n'est-ce pas? C'est-à-dire lorsque nous avons de la graisse dans le foie sans qu'il s'agisse d'une cirrhose, des allergies, des maladies auto-immunes, de l'infertilité et évidemment des maladies neurodégénératives. C'est pourquoi je fais ce lien entre maladies métaboliques et maladies du XXIe siècle ou de la civilisation avec un composant épigénétique très clair. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé les définit comme des maladies chroniques qui affectent la qualité de vie de ceux qui en souffrent si elles ne sont pas traitées de manière opportune et régulière, évidemment. Toutes s'accompagnent d'une inflammation systémique de bas grade et d'oxydation des espaces, stress oxydatif. Autrement dit, l'inflammation et l'oxydation sont présentes dans toutes les maladies dont nous souffrons actuellement. Le stress oxydatif est un type particulier de stress qui survient justement à cause de ce que j'expliquais à propos des radicaux libres, ce noyau d'amplification, et il est très dangereux parce qu'il est asymptomatique, il n'a pas de symptômes spécifiques, il est très difficile à reconnaître, même pour les professionnels de santé. Nous faisons des analyses cliniques courantes et nous ne détectons pas la présence de stress oxydatif. Donc, normalement, nous devons fournir des antioxydants à l'organisme pour nous assurer qu'il y ait un équilibre entre les oxydants et les antioxydants. Pour résoudre ce déséquilibre dans la balance, nous apportons donc plus d'antioxydants. Il en existe des exogènes naturels, c'est-à-dire que nous pouvons en obtenir à travers l'alimentation, n'est-ce pas? Par exemple, la vitamine C que l'on trouve dans les agrumes, l'aubergine, les poivrons, la vitamine E, très présente dans les graines d'œufs, lin, les fruits secs, certaines crucifères, l'huile d'olive, les oméga et aussi la vitamine E, les acides phénoliques du café, par exemple, les polyphénols du raisin, les carotènes, des tomates et des carottes. Ceux-là seraient des exogènes naturels. Ensuite, nous avons des exogènes synthétiques. Nous pouvons consommer, par exemple, de l'hydroxyanisole butylé, de l'heptoxychine, de la N-acétylcystéine, et son amide, n'est-ce pas, les darabones. Et d'un autre côté, nous avons les endogènes, c'est-à-dire ceux que nous fabriquons nous-mêmes,
mais pas en quantité suffisante. Par exemple, la superoxyde dismutase, la mélatonine, l'acide lipoïque, la coenzyme Q10. Et le plus important de tous, le glutathion. Le glutathion est l'antioxydant maître et nous en fabriquons tous avec une très bonne production et efficacité jusqu'à l'âge de 20 ans, mais ensuite sa production diminue d'environ 15% à chaque décennie de vie. Donc évidemment, si vous faites le calcul, au fil des années, notre production de glutathion diminue de façon notable. Et comme je l'ai mentionné, c'est l'antioxydant maître, le maître Yoda, n'est-ce pas? Celui qui va donner cet électron au radical libre pour le stabiliser. En gros, le glutathion est une molécule composée de 3 peptides, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'on l'appelle tripeptide. Il est composé de 3 acides aminés, c'est ce que cela signifie. De glutamate ou acide glutamique, de glycine et de cystéine. Parmi les 3, la cystéine est la plus rare et c'est elle qui apporte le groupe sulfhydryl, là où se trouve le soufre, dans la molécule. Ce serait ici, là où je montre avec le curseur, c'est l'acide aminé cystéine. Lorsque la cellule dispose d'assez de cystéine, elle fabrique efficacement du glutathion sulfhydryl et c'est ce glutathion qui est l'antioxydant maître. Quels sont les rôles que joue le glutathion dans l'organisme? Voici les plus importants. On pourrait en citer